Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette émission. L'actualité brûlante de la RDC est au cœur de notre émission de ce soir. Un procès historique contre l'ancien président Joseph Kabila, des combats qui persistent malgré des accords de paix et des récents remaniements dans l'armée. Kinshasa est à la croisée de chemin. Ce soir, nous analyserons ces événements pour décrypter les enjeux majeurs et tenter de répondre à une question centrale. La RDC se dirige-t-elle vers la paix ou une nouvelle crise ? Nous examinerons le procès Kabila, son rôle actuel, la crise sécuritaire, les purges militaires et les perspectives de la récomposition politique. Comment comprendre ce moment ? Quelles sont les forces en présence ? Et surtout, quel avenir pour ce pays à la croisée des chemins ? Pour nous accompagner ce soir, comme d'habitude, Cocorico, notre analyste IA, un cerveau numérique conçu pour croiser des milliers de sources, relier l'histoire au présent et nous offrir une vision claire des enjeux en RDC. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'expertise augmentée par l'intelligence artificielle. Son rôle, c'est la clarté et la précision. Avec Cocorico ce soir, nous allons chercher à comprendre et non à spéculer. Restez donc avec nous pour une discussion franche et éclairante. Alors, Cocorico, bonjour. Bonjour, Marius. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour décrypter cette séquence capitale pour la RDC. Je reste silencieux et attentif. J'attends ta première question pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Cocorico, d'être là comme toujours pour nous éclairer. Alors, Cocorico, je voudrais que tu nous présentes un peu le contexte de ce procès contre l'ancien président Joseph Kabila. Bien sûr, Marius. Ce procès est sans précédent dans l'histoire récente du Congo parce qu'il vise un ancien président qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Les accusations sont d'une gravité extrême. Trahison, complot, intelligence avec l'ennemi, participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi des crimes graves comme viol, torture et homicide imputés aux rebelles du M23. Selon l'acte d'accusation, Joseph Kabila serait l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo AFC, dont la branche armée est le M23. L'accusation lui reproche d'avoir facilité l'occupation de Goma, orchestré des déportations de déplacés et même encouragé des attaques contre des civils dans les Kivus. Autre élément, il lui est attribué un rôle direct dans un complot pour renverser Félix Tshisekedi en lien avec Corneille Nangaa et d'autres figures de l'AFC. À cela s'ajoutent des propos publics comme une tribune dans le Sunday Times présentée comme une apologie du terrorisme. Mais Marius, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce procès dépasse le judiciaire. Il touche au rapport de force politique et au processus de paix en cours. Pour certains, c'est une avancée pour la justice. Pour d'autres, une manœuvre pour neutraliser un acteur clé au moment où le dialogue national se prépare. Voilà, en résumé, la toile de fond d'un dossier qui fait déjà trembler la scène politique congolaise. Alors, Cocorico, pourquoi ce procès contre Joseph Kabila maintenant ? Est-ce que c'est la justice ou on peut voir derrière une sorte de manœuvre politique ? Marius, officiellement, ce procès est présenté comme un moment historique pour la justice congolaise, un signal fort contre l'impunité. Mais le timing soulève des interrogations. Joseph Kabila a longtemps été discret depuis son départ en 2019, puis il est réapparu récemment à Goma, en pleine crise sécuritaire, en multipliant les consultations politiques et en s'opposant à certains accords stratégiques. C'est à ce moment-là qu'on l'accuse d'avoir été l'un des initiateurs de l'AFC M23 et d'avoir comploté contre les institutions. Est-ce purement judiciaire ? Difficile de le croire totalement. Le contexte montre que ce procès sert aussi à neutraliser un acteur capable de peser dans les négociations et le dialogue national à venir. Donc il y a une dimension judiciaire, oui, mais impossible de séparer cela des calculs politiques actuels. Mais si la justice est indépendante, Cocorico, pourquoi ce procès maintenant ? Pourquoi ce timing en pleine... parce que le gouvernement est en pleine négociation avec le M23. Pourquoi ce timing ? C'est là toute l'ambiguïté, Marius. Kinshasa affirme que la justice suit son propre calendrier, mais en réalité, le moment est hautement stratégique.
Le pouvoir voulait sans doute envoyer un double message. Aucune négociation n'efface la responsabilité des acteurs soupçonnés d'avoir armé la rébellion, et nul n'est au-dessus de la loi, même un ancien président. Cependant, ce timing comporte un risque majeur. En ciblant Kabila pendant des pourparlers délicats, Kinshasa peut fragiliser le processus de paix. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila conserve des réseaux dans l'Est et des soutiens dans certains cercles politiques et militaires. Le procès, au lieu de calmer le jeu, peut être perçu comme une provocation et compliquer la recherche d'un compromis global. Alors, ces accusations de trahison, de complot, des crimes contre la paix, est-ce qu'elles reposent sur des preuves solides? Pour l'instant, Marius, ce que l'on connaît du dossier repose surtout sur l'acte d'accusation et quelques éléments cités par les autorités, comme des conversations téléphoniques supposées entre Joseph Kabila et Corneille Nangaa, ainsi que des discours publics jugés comme apologie du terrorisme. Mais aucune preuve matérielle n'a encore été présentée au grand public. Il y a donc une différence entre la gravité des accusations, trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité, et la solidité des preuves visibles. Le procès sera décisif pour savoir si ces charges sont étayées ou si l'on reste dans une logique politique. N'y a-t-il pas un risque d'instrumentaliser la justice pour régler des comptes politiques? Oui, ce risque est réel et il alimente le débat actuel. L'histoire politique congolaise montre que la justice a souvent été utilisée comme un outil pour affaiblir ou écarter des adversaires. Les partisans de Kabila dénoncent déjà une parodie de procès et affirment que la condamnation serait écrite d'avance. En même temps, le pouvoir met en avant la nécessité de rompre avec l'impunité et de rendre des comptes, même pour un ancien chef d'État. Tout dépendra de la transparence du procès. Si la procédure semble biaisée, cela renforcera l'idée d'un règlement de comptes plutôt qu'un acte de justice. Alors, est-ce que tu penses qu'à l'étape actuelle, il est important que Joseph Kabila en personne assiste à ce procès ou il serait sage qu'il ne vienne pas? Est-ce que tu penses que Kabila pourrait répondre à la justice? Parce qu'il est en exil, il faut le dire. Sa présence serait politiquement très forte et pourrait donner l'image d'un homme prêt à se défendre, mais elle comporte un risque majeur pour lui. Dans le contexte actuel, avec des accusations passibles de la peine de mort et un climat de méfiance, il est peu probable qu'il prenne ce risque. En étant jugé par contumace, Kabila limite son exposition directe, tout en gardant une certaine marge pour se présenter comme victime d'un procès politique. Donc à ce stade, il est plus stratégique pour lui de rester à distance et de mobiliser ses soutiens plutôt que de se livrer à une justice dont il conteste l'impartialité. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, pourquoi avoir levé l'immunité de Joseph Kabila maintenant après 2 ans de silence? Parce que son retour sur la scène politique a changé la donne. Après 2 ans de discrétion à l'étranger, Kabila est réapparu à Goma au moment le plus tendu. Alors que le M23 et ses alliés contrôlaient des zones stratégiques, que des accords étaient en négociation et qu'un dialogue national se préparait. Il a multiplié les consultations avec des notables de l'Est et exprimé publiquement des critiques contre Kinshasa, notamment sur la gestion des ressources et les accords internationaux. Pour le pouvoir, cette posture ressemblait à une tentative de revenir dans le jeu ou de peser sur le processus. Lever son immunité a été une manière de couper court à cette influence et de l'écarter avant qu'il ne devienne un acteur incontournable dans les discussions politiques. Alors, Cocorico, est-ce que ceci est lié à son retour à Goma et à ses consultations politiques dont tu as parlé tout à l'heure? Oui, tout à fait. Son retour à Goma, en pleine zone de tension, a été interprété comme un acte stratégique. Il ne s'est pas contenté d'y passer. Il a organisé des consultations avec des acteurs influents et exprimé des critiques ouvertes contre le gouvernement, notamment sur la gestion sécuritaire et les accords miniers. Pour Kinshasa, cela ressemblait à une tentative de repositionnement politique au moment où l'État négociait avec le M23
et préparer un dialogue national. C'est ce contexte qui a sans doute accéléré la levée de son immunité et l'ouverture du procès. Alors, une condamnation de Joseph Kabila renforcerait-elle la stabilité qu'on est en train de chercher dans toutes ces négociations, ou risquerait-elle d'enflammer la situation? Une condamnation pourrait avoir l'effet inverse de la stabilité recherchée. Kabila conserve une base fidèle dans certaines régions et au sein de réseaux politico-militaires. Le condamné, surtout s'il est jugé par contumace, risque d'être perçu par ses partisans comme une exclusion politique forcée. Cela pourrait radicaliser ses soutiens et compliquer le processus de paix, en particulier dans l'Est, où ses alliés informels gardent de l'influence. Au contraire, pour le pouvoir, un verdict sévère serait présenté comme un symbole de rupture avec l'impunité. Mais sur le terrain, cela comporte un risque sérieux d'escalade ou de crispation politique. Mais quand on voit tout ça, est-ce que l'État congolais ne prend-il pas le risque de transformer Joseph Kabila en martyr politique? Oui, ce risque est bien réel. En poursuivant un ancien président sur des charges aussi lourdes, surtout dans un contexte où la justice est souvent perçue comme politisée, on peut nourrir l'image d'un homme persécuté pour ses opinions plutôt que jugé pour des crimes. Pour ses partisans, cette situation alimente déjà un discours victimaire. Ils parlent d'un procès écrit d'avance, ce qui renforce sa stature d'opposant symbolique. Dans une RDC où les figures fortes cristallisent les loyautés, Kabila pourrait sortir de ce procès affaibli juridiquement, mais renforcé politiquement, s'il réussit à capitaliser sur ce sentiment d'injustice. Alors aujourd'hui, Joseph Kabila, on peut dire qu'il est un acteur incontournable pour la paix ou un obstacle majeur pour cette paix tant recherchée? Aujourd'hui, Joseph Kabila est les deux à la fois. Il est incontournable parce qu'il reste connecté à des réseaux politiques, économiques et même sécuritaires dans l'est du pays. Il conserve une influence sur certaines élites locales et sur une partie de l'armée, ce qui fait de lui un acteur qu'on ne peut ignorer dans un processus de paix global. Mais il est aussi perçu comme un obstacle par le pouvoir actuel, car son retour dans le jeu complique la stratégie de Kinshasa. Au moment où Tshisekedi veut consolider son autorité et négocier avec les rebelles, Kabila incarne une alternative qui pourrait remettre en question l'équilibre recherché. C'est ce double rôle, incontournable et perturbateur, qui rend sa position aussi sensible. Est-ce qu'on peut réussir un accord global sans intégrer Joseph Kabila d'une manière ou d'une autre? Ce sera très difficile. Même s'il n'est pas à la table des négociations, son influence dans l'Est et ses liens présumés avec certains acteurs armés lui donnent un rôle indirect mais réel. L'ignorer complètement reviendrait à laisser un foyer de contestation permanent, surtout si ses partisans estiment qu'il est injustement exclu. Pour garantir une paix durable, il faudra soit trouver un mécanisme pour neutraliser son influence politique, soit l'inclure dans un cas plus large de réconciliation nationale. Mais aujourd'hui, le choix de l'exclure via un procès rend cette intégration beaucoup plus complexe. Alors, mais quand on entend ton analyse sur Joseph Kabila, on se pose la question de savoir qu'est-ce que Joseph Kabila peut faire qui peut inquiéter le gouvernement congolais par rapport à sa position actuelle? Ce qui inquiète le plus Kinshasa, c'est sa capacité à combiner trois leviers. D'abord, son ancrage dans l'Est. Il a gardé des relais puissants dans des zones stratégiques, comme le Nord Kivu et le Sud Kivu, ce qui lui donne un pouvoir d'influence au cœur du conflit. Ensuite, ses réseaux politico-militaires. Même en dehors du pouvoir, il entretient des liens avec d'anciens cadres de l'armée, des miliciens locaux et certaines élites économiques qui profitent du chaos actuel. Enfin, sa légitimité historique. Après 18 ans à la tête du pays, il reste pour une partie de la population une figure forte, capable de mobiliser un discours nationaliste, surtout si le gouvernement apparaît fragilisé par la guerre et la crise sociale. C'est cette combinaison qui en fait un facteur d'instabilité potentielle si le pouvoir ne parvient pas à le contenir. Est-ce que Joseph Kabila, entre nous, cherchait-il à revenir au pouvoir ou simplement à protéger ses intérêts?
Les signaux qu'il envoie laissent penser qu'il cherche surtout à protéger ses intérêts stratégiques, politiques et économiques. Ses critiques ciblées contre les accords miniers et sa présence à Goma montrent qu'il veut peser sur les décisions qui touchent l'Est et ses réseaux. Cela dit, dans la politique congolaise, préserver ses intérêts et se repositionner pour l'avenir vont souvent de pair. Même s'il ne vise pas officiellement un retour à la présidence, maintenir son influence lui permet de rester une alternative crédible, voire un recours pour ceux qui contestent le pouvoir actuel. Est-ce que ces consultations, on l'a vu, consulter à Goma et à Bukavu, est-ce que ces consultations annoncent-elles un nouveau projet politique? Ces consultations sont clairement un signal politique. Elles ne ressemblent pas à une simple visite privée. Kabila a rencontré des notables, des chefs locaux et a laissé filtrer des messages sur la gouvernance et la situation sécuritaire. Cela prépare le terrain, non pas forcément pour une candidature immédiate, mais pour garder une place dans le jeu national. Ces mouvements peuvent aussi viser à renforcer son poids avant un éventuel dialogue inclusif. En d'autres termes, même si ce n'est pas encore un projet formel de retour au pouvoir, c'est une stratégie pour rester incontournable dans la recomposition politique en cours. Mais la grande question qu'on se pose ici, Cocorico, est celle de savoir pourquoi Joseph Kabila conserve-t-il encore autant d'influence dans l'Est de la RDC après 6 ans hors du pouvoir? Il conserve cette influence pour 3 raisons principales. D'abord, l'héritage de son pouvoir. Pendant 18 ans, Kabila a construit des réseaux solides dans l'Est, en plaçant des fidèles aux postes clés et en s'appuyant sur des alliances locales. Ensuite, les intérêts économiques. Ses proches contrôlent encore des pans entiers du commerce minier et des circuits financiers informels, ce qui lui donne un levier considérable dans une région où l'économie est largement liée à l'exploitation des ressources. Enfin, le lien communautaire et sécuritaire. Dans l'Est, les loyautés ne sont pas seulement politiques, elles sont aussi identitaires. Kabila a su entretenir des relations avec des groupes armés et des leaders communautaires, ce qui lui permet encore aujourd'hui d'exercer une influence indirecte, même loin du pouvoir central. Mais tu parles de ses proches qui contrôlent encore des réseaux économiques et sécuritaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qui sont ses proches et quels sont ces réseaux? Les réseaux de Kabila reposent sur 3 cercles. Le premier cercle, ce sont ses anciens collaborateurs politiques. Des figures comme Emmanuel Ramazani Shadari ou Némi Mouilania restent très actifs. Ils animent encore le PPRD et maintiennent des liens avec des élus locaux et provinciaux, surtout au Katanga et dans les Kivus. Le deuxième cercle, ce sont les hommes d'affaires et les sociétés proches de sa famille. On parle ici de groupes qui opèrent dans le secteur minier, la logistique et parfois même la sécurité privée. Ces entreprises continuent d'influencer l'économie des zones minières et d'entretenir des relations avec des acteurs locaux. Enfin, le troisième cercle, ce sont des contacts sécuritaires et communautaires. Certains anciens officiers FARDC qui lui sont restés loyaux et des notables des communautés avec lesquels Kabila a noué des alliances depuis la guerre des années 1990. Ces liens lui assurent un pouvoir d'influence, même en dehors des institutions. Alors, on veut juste creuser un tout petit peu, quelle est la portée réelle de son lobbying, par exemple, à Washington, où se joue la paix de la RDC ces dernières semaines? Son lobbying à Washington a une portée stratégique, même si elle reste indirecte. Kabila ne cherche pas à renverser les rapports de force américains en sa faveur, mais à influencer la perception qu'ont les décideurs de son rôle dans la stabilité congolaise. Ses émissaires, comme Kikaya Binkarubi, ont plaidé pour que les États-Unis prennent en compte les revendications de certaines forces politiques congolaises, notamment sur la gouvernance inclusive et la gestion des ressources stratégiques. Le message implicite est clair. Écarter complètement Kabila pourrait fragiliser le processus de paix. Cela ne veut pas dire qu'il bénéficie d'un appui officiel américain, mais il réussit à rappeler qu'il reste un acteur dont il faut tenir compte, surtout dans un contexte où Washington pousse
pour une solution politique élargie. Et quels sont ou qui sont ces lobbyistes utilisés par Joseph Kabila pour influencer la position des États-Unis? Les principaux lobbyistes autour de Joseph Kabila sont des figures issues de son ancien cercle diplomatique et politique. Le plus visible est Kikaya Binkarubi, ancien conseiller diplomatique de Kabila, qui a mené plusieurs missions à Washington ces derniers mois. Son rôle a été de rencontrer des think tanks, des cabinets spécialisés en relations gouvernementales et des relais proches du département d'État pour faire passer deux messages: la nécessité d'un dialogue inclusif et la mise en garde contre exclusion totale de Kabila. À côté de Kikaya, il y aurait aussi des cabinets conseils américains engagés discrètement, notamment pour orienter le discours auprès des décideurs et des médias. L'objectif n'est pas de promouvoir un retour officiel de Kabila au pouvoir, mais de le repositionner comme un acteur incontournable dans la stabilité régionale. En résumé, ce lobbying repose sur l'influence personnelle de ces anciens diplomates et sur des services professionnels américains, ce qui montre une stratégie pensée pour peser dans les négociations en cours. Est-ce que Joseph Kabila cherche un soutien international pour contrer Tshisekedi? C'est ce qu'on peut comprendre? Oui, c'est exactement l'objectif sous-jacent. Kabila sait que la scène politique congolaise ne se joue pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les capitales étrangères qui influencent les processus de paix et les financements internationaux. En cherchant à convaincre Washington qu'il reste un acteur incontournable, il espère deux choses. 1. Limiter l'isolement imposé par Tshisekedi et éviter d'être présenté uniquement comme un perturbateur. 2. Garder une carte dans le jeu diplomatique, surtout au moment où les États-Unis imposent leur vision d'une gouvernance inclusive et d'un règlement politique élargi. Ce soutien n'a pas besoin d'être public. Même une perception chez Kinshasa que Kabila garde des relais puissants à l'international suffit à renforcer son poids dans les rapports de force internes. Alors, la question que sûrement les téléspectateurs se posent, que je me pose en ce moment, c'est de connaître le rôle que peut jouer encore Joseph Kabila après avoir été au pouvoir pendant 18 ans, après avoir fait 6 ans de silence, après avoir été en exil, retourné au pays, à l'est où se trouvent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Quel rôle Kabila pourrait vraiment jouer en RDC? Ou encore, est-ce que tu penses qu'il a un rôle important qu'il peut encore jouer en République démocratique du Congo? Ce serait quoi ce rôle? Oui, Joseph Kabila peut encore jouer un rôle clé, et ce rôle se situe à 3 niveaux. D'abord, dans le processus de paix. On le veuille ou non, il garde une influence sur certains réseaux locaux dans l'Est. Cela signifie qu'il peut faciliter ou compliquer les efforts pour un cessez-le-feu durable, surtout si ses soutiens se sentent marginalisés. Ensuite, sur le plan politique interne. Même sans revenir directement au pouvoir, il peut peser dans la recomposition en cours. Par exemple, en influençant le dialogue national, en soutenant des figures de l'opposition ou en devenant un point de ralliement pour ceux qui contestent la stratégie de Tshisekedi. Enfin, dans la dimension géopolitique, sa proximité historique avec certains pays voisins et ses relais économiques le rendent encore audible dans les dynamiques régionales. Si le pouvoir l'exclut totalement, il peut se transformer en facteur de blocage, voire en menace pour la stabilité. En résumé, son rôle n'est plus celui d'un chef d'État, mais celui d'un acteur stratégique capable de faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Parlons de ces proximités dans la région. Quels sont les chefs d'État, selon toi, qui sont proches de Joseph Kabila et prêts à le soutenir dans ses ambitions? On parle beaucoup du Rwanda quand même, non? Effectivement, le Rwanda est au cœur des accusations actuelles. Kabila est soupçonné par Kinshasa d'entretenir des intelligences avec Kigali, notamment via le M23 et la coalition AFC. Historiquement, ses relations avec Paul Kagame ont toujours été ambiguës, tendues à certains moments, mais pragmatiques sur des questions économiques et sécuritaires. Aujourd'hui, il est probable qu'il conserve des canaux avec Kigali, surtout dans le contexte des affrontements à l'Est. Au-delà du Rwanda, il a aussi des connexions anciennes en Angola et au Congo-Brazzaville.
L'Ouganda a souvent joué un rôle d'arbitre en RDC, et même si Tshisekedi bénéficie actuellement d'un soutien angolais officiel, certains cercles restent favorables à Kabila pour des raisons de continuité économique et sécuritaire. Enfin, en Afrique australe, Kabila garde des affinités avec certains réseaux en Afrique du Sud, où il a séjourné après son départ du pouvoir. Ces relais lui donnent une marge diplomatique, même si aucun chef d'État ne l'affiche publiquement comme un allié aujourd'hui. Quant au Rwanda, il reste l'élément le plus sensible, car toute preuve de coordination entre Kabila et Kigali renforcerait la thèse du procès et alimenterait la tension avec Kinshasa. Mais qu'est-ce que ces relais peuvent avoir comme influence? Qu'est-ce qu'il faut craindre de ces relais, de ces pays qui restent quand même amis, comme tu l'as dit, à Joseph Kabila? Ces relais n'ont pas forcément le pouvoir de ramener Kabila à la présidence, mais ils peuvent peser de 3 manières importantes. Premièrement, sur la médiation régionale. Si des pays comme l'Angola, le Congo-Brazzaville ou l'Afrique du Sud plaident pour que Kabila soit intégré dans un accord de paix ou un dialogue, Kinshasa se retrouvera sous pression diplomatique. Cela compliquerait la volonté de Tshisekedi de le marginaliser totalement. Deuxièmement, sur le plan sécuritaire, un soutien discret du Rwanda ou la simple tolérance de ses activités dans l'Est peut prolonger la capacité de nuisance de ces réseaux. Dans une région où la guerre est aussi économique, ces connexions permettent de financer ou de protéger des alliances locales. Enfin, sur le plan économique et politique, ces pays peuvent offrir des espaces d'influence, des plateformes de lobbying et même des protections personnelles. Cela donne à Kabila des ressources pour rester dans le jeu sans être physiquement à Kinshasa. En résumé, ces relais ne sont pas une garantie de retour au pouvoir, mais ils lui offrent une capacité de pression qui peut déstabiliser le pouvoir actuel s'il n'est pas intégré d'une manière ou d'une autre dans l'équation politique. Alors, lors de notre dernière émission, nous avons parlé de Corneille Nangaa qui était en train d'être lâché par ses alliés, notamment le Rwanda. Et ici, tu nous parles des affinités qui pourraient exister entre Joseph Kabila et le Rwanda. Le Rwanda vient de signer un accord de paix avec la RDC. Jusqu'où le Rwanda pourrait sacrifier Joseph Kabila pour ses intérêts par rapport à l'accord signé à Washington? C'est une question centrale, Marius. Le Rwanda a une logique très pragmatique. Il agit selon ses intérêts stratégiques. Si soutenir Joseph Kabila lui donne un levier sur Kinshasa, Kigali le fera. Mais si sa présence devient un obstacle à la normalisation des relations avec Tshisekedi ou à la sécurisation des bénéfices économiques promis par l'accord de Washington, Kigali n'hésitera pas à s'en distancer. L'accord signé à Washington sous l'égide américaine est très important pour le Rwanda. Il ouvre la porte à des avantages économiques, mais aussi à un apaisement avec la communauté internationale. Dans ce contexte, Kabila n'est pas un allié vital, il est un outil. S'il devient trop coûteux ou gêne les objectifs prioritaires du Rwanda, il sera sacrifié. Exactement comme on a vu Kigali prendre ses distances avec Corneille Nangaa récemment. Autrement dit, Kabila est utile tant qu'il sert à maintenir la pression sur Kinshasa. Mais si l'équation change, il peut se retrouver isolé très vite, même par ceux qui lui ont tendu la main. Alors, cette question nous amène à un autre sujet, celui de l'accord signé à Doha. Alors, cet accord de principe entre le gouvernement de la RDC et le rebelle du M23 AFC, est-ce que cet accord est-il une percée diplomatique ou un simple cessez-le-feu de façade? Cet accord est avant tout une déclaration d'intention, donc symboliquement fort, mais concrètement fragile. Il marque une ouverture diplomatique en reconnaissant la nécessité d'un cessez-le-feu permanent et d'un dialogue structuré, ce qui n'avait pas été formalisé depuis longtemps entre Kinshasa et le M23. Mais il faut être lucide. Aucune mesure de désengagement concret n'a été annoncée, ni calendrier pour le retrait des troupes rebelles, ni mécanisme clair de vérification. Or, depuis la signature, des affrontements continuent, ce qui montre que les lignes de front n'ont pas changé. En réalité, cet accord sert plus à envoyer un signal politique,
à la communauté internationale et aux bailleurs qu'à produire immédiatement la paix sur le terrain. Le vrai test sera dans les négociations qui suivront. Désarmement, réintégration et surtout retrait des forces rwandaises. Un point explosif qui reste totalement en suspens. Alors, que vaut cet engagement si, comme on l'a remarqué ces derniers jours, les combats continuent à Masisi et ailleurs? Il vaut surtout comme un acte politique, pas encore comme une garantie militaire. Le fait que les combats continuent à Masisi prouve deux choses. D'une part, le M23 n'a pas donné d'ordre clair à ses troupes de cesser les hostilités. D'autre part, Kinshasa reste dépendant des Wazalendo et de milices locales qui échappent largement à son contrôle. Cela montre aussi que cet accord de Doha n'a pas d'outils coercitifs, pas de mécanisme de suivi, pas de sanctions en cas de violation. En réalité, tant que les forces rebelles tiennent des zones stratégiques et que le Rwanda maintient son influence, cet engagement reste très fragile. Sur le terrain, seule une pression militaire crédible ou un accord global incluant les parrains extérieurs peut faire évoluer la situation. Mais la grande question, c'est pourquoi les précédents accords de paix ont-ils échoué? Et qu'est-ce qui change avec celui-ci? Qu'est-ce qui a vraiment changé qui peut donner de l'espoir que ça, cette fois-ci, sera la bonne? Les précédents accords ont échoué pour trois raisons majeures. D'abord, l'absence de volonté réelle des parties. Chaque camp utilisait les pourparlers pour gagner du temps, se réarmer ou consolider ses positions. Le M23, par exemple, a signé plusieurs accords avant de relancer les hostilités dès qu'il y voyait un avantage. Ensuite, l'implication limitée des parrains extérieurs. Les conflits dans l'Est sont transfrontaliers. Si le Rwanda et l'Ouganda ne sont pas engagés de manière claire et contrôlable, aucun accord ne peut tenir. Or, jusqu'ici, les arrangements se limitaient souvent à des promesses bilatérales sans mécanisme international fort. Enfin, la question des ressources. Tant que l'économie de guerre reste lucrative, minerais, taxation informelle, contrebande, les acteurs locaux et leur soutien extérieur ont intérêt à prolonger l'instabilité. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'entrée des États-Unis et du Qatar comme garant visible, avec une pression accrue sur Kigali et Kinshasa pour éviter une escalade régionale. Mais soyons clairs, ce n'est pas une garantie de succès. C'est un espoir conditionné à la capacité d'imposer des contraintes réelles aux parties, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Alors, une question que le Congolais lambda se poserait serait, est-ce que le Rwanda est-il aujourd'hui un partenaire clé pour la paix ou la principale menace pour la souveraineté de la RDC? Pour beaucoup de Congolais, le Rwanda reste avant tout perçu comme une menace parce que sa présence dans le conflit est flagrante. Les rapports des Nations Unies pointent l'implication directe de l'armée rwandaise aux côtés du M23, ce qui viole la souveraineté congolaise. Tant que Kigali maintient le soutien, il est difficile de le considérer comme un véritable partenaire de paix. Cependant, paradoxalement, le Rwanda est aussi incontournable pour parvenir à un accord durable. Pourquoi? Parce que le M23 n'existe pas sans son appui logistique et militaire. Si Kigali décide d'arrêter son soutien, le rapport de force sur le terrain bascule immédiatement. En résumé, le Rwanda est à la fois la principale menace et un acteur clé pour la solution. La paix ne pourra être obtenue qu'en impliquant Kigali dans un cadre où ses intérêts sécuritaires et économiques sont pris en compte, tout en garantissant le retrait de ses forces et le respect de la souveraineté congolaise. Est-ce que l'accord signé à Washington engage-t-il vraiment Kigali à retirer son appui au M23? Officiellement, oui. L'accord de Washington stipule un engagement en faveur de la désescalade, du respect de l'intégrité territoriale de la RDC et d'un retrait progressif des forces étrangères. Mais dans la pratique, l'application de ces engagements reste très incertaine. Pourquoi? Parce qu'aucun mécanisme contraignant n'a été rendu public. Il n'y a pas de calendrier précis, pas de sanctions clairement définies en cas de violation, et surtout, Kigali continue de justifier sa présence en invoquant la menace des FDLR, ce qui lui donne un prétexte pour rester actif. En réalité,
Cet accord a surtout une valeur diplomatique pour rassurer Washington et envoyer un signal positif. Mais sur le terrain, rien n'indique pour l'instant que le Rwanda a réduit son soutien militaire au M23. Le véritable test sera dans les semaines à venir. Si Goma et Bukavu restent sous occupation rebelle, cela voudra dire que l'engagement n'est que symbolique. Alors, on va essayer de parler d'une hypothèse. Peut-on envisager aujourd'hui une paix durable, par exemple, sans le retrait du M23 ou de la neutralisation des FDLR? Non, Marius, c'est pratiquement impossible. Tant que le M23 contrôle des zones stratégiques dans le nord et le sud Kivu, l'État congolais ne peut pas restaurer son autorité. Ces territoires sont non seulement des bastions militaires, mais aussi des sources de ressources économiques majeures. De l'autre côté, la présence persistante des FDLR sert de justification au Rwanda pour intervenir et soutenir le M23. Si cette milice n'est pas neutralisée, Kigali continuera d'invoquer la sécurité nationale pour garder un pied en RDC. En clair, la paix durable suppose deux conditions: le retrait du M23 des zones occupées et son désarmement effectif. 2. La neutralisation réelle des FDLR, soit par une opération conjointe crédible, soit par un mécanisme international. Sans cela, même avec des accords signés à Washington ou à Doha, la situation restera bloquée. Alors on va passer à autre chose. On parle beaucoup des arrestations des généraux dans l'armée. La grande question qu'on se pose, pourquoi ces arrestations spectaculaires en ce moment précis, Cocorico? Ces arrestations interviennent dans un contexte de crise sécuritaire aiguë et traduisent deux réalités. La première, c'est la perte de confiance du pouvoir envers une partie de la hiérarchie militaire. Kinshasa soupçonne certains généraux d'avoir soit dissimulé des informations, soit entretenu des connexions douteuses avec des acteurs ennemis, notamment le M23 ou leurs alliés. Des accusations de complot contre le chef de l'État ont même été évoquées, comme dans le cas du général Chiwewe. La seconde raison est préventive. Avec la montée des tensions et l'éventualité d'un coup d'État ou d'une mutinerie, le pouvoir veut neutraliser tout risque interne avant qu'il ne se concrétise. C'est une démonstration d'autorité, montrer que personne n'est intouchable, même au sommet de l'armée. En résumé, ces arrestations sont autant un acte sécuritaire qu'un message politique, mais elles révèlent aussi une armée traversée par des fractures profondes. Tu as cité un nom tout à l'heure, il s'agit du général Chiwewe. Que lui reproche-t-on? Le général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major des FARDC, est accusé d'avoir comploté contre le président Félix Tshisekedi. Selon les informations relayées par des sources proches du pouvoir, il aurait évoqué ou même planifié des actions visant à renverser le chef de l'État, ce qui constitue une charge extrêmement grave. Il lui est aussi reproché des fautes stratégiques, dissimulation de la réalité des positions militaires sur le terrain, gestion opaque des moyens alloués à la guerre contre le M23 et des soupçons de détournement de fonds. Son arrestation, suivie de sa mise en résidence surveillée, illustre la volonté de Kinshasa de couper court à toute velléité de dissidence dans un moment critique. Mais elle met aussi en lumière les tensions internes au sein de l'armée et la méfiance croissante entre le pouvoir politique et certains de ses anciens piliers sécuritaires. Est-ce que, quand on voit tout ça, on peut dire que Tshisekedi cherche-t-il à prévenir un coup d'État, ce qui est normal, ou à consolider son pouvoir avant ce grand dialogue national qui est annoncé? En réalité, c'est probablement un mélange d'eux. La menace d'un coup d'État n'est pas une fiction. La situation dans l'Est, les revers militaires, la montée des frustrations au sein des FARDC créent un terrain propice à des complots. Tshisekedi agit donc par prévention pour éviter un scénario qui déstabiliserait complètement son régime. Mais il y a aussi une logique politique. À l'approche d'un dialogue national et d'un remaniement annoncé, il veut s'assurer que l'armée, pilier de son autorité, lui reste totalement loyale. Écarter ou neutraliser des généraux influents
c'est éliminer toute incertitude avant d'engager des négociations qui vont redéfinir les équilibres internes. Donc oui, c'est une stratégie sécuritaire, mais aussi une manœuvre pour verrouiller le pouvoir dans un moment de très grande fragilité pour l'État congolais. Alors, quand on regarde ces purges, est-ce que dans l'armée, est-ce qu'elles traduisent une armée fracturée, ou c'est juste une volonté, qui est normale, de réforme de cette armée? Ces purges révèlent surtout une armée fracturée. Les FARDC ne sont pas un bloc homogène. Elles sont traversées par des loyautés régionales, communautaires et parfois économiques. Les alliances qui se sont formées depuis la guerre des années 1990 pèsent encore, et certains officiers gardent des liens ambigus avec des groupes armés ou des réseaux politiques. La volonté de réforme existe, mais dans les faits, elle est secondaire face à l'urgence de la loyauté. Tshisekedi ne peut pas engager une réforme en profondeur tant que la survie du régime semble menacée. Il choisit donc une logique de contrôle, éliminer ceux qui pourraient trahir ou fragiliser son autorité, quitte à accentuer la méfiance interne. Autrement dit, ces arrestations sont moins une modernisation qu'une opération politique et sécuritaire dans un contexte d'instabilité majeure. Alors, quel est aujourd'hui le risque de mutinerie au sein des FARDC? Le risque de mutinerie existe et il est pris très au sérieux par Kinshasa. Plusieurs éléments l'alimentent. D'abord, le climat de suspicion généralisé. Les arrestations de figures comme Chiwewe ou Nzumba créent un sentiment d'insécurité dans les rangs supérieurs. Quand la loyauté devient plus importante que la compétence, cela génère des frustrations. Ensuite, les défaites militaires dans l'Est. Voir Goma et Bukavu tomber aux mains du M23, alors que des milliards ont été investis dans l'effort de guerre, fragilise la crédibilité du commandement et crée des tensions internes. Enfin, les alliances communautaires. Certaines unités restent liées à des réseaux régionaux ou politiques. Si ces réseaux se sentent menacés, une mutinerie localisée ou une dissidence armée n'est pas exclue. Pour l'instant, le pouvoir anticipe en multipliant les arrestations et en renforçant la garde présidentielle. Mais cette politique de purge peut paradoxalement accentuer le risque qu'elle cherche à prévenir. Parlons maintenant de l'usage ou l'utilisation, le terme, j'espère qu'il marche avec ma question, des Wazalendo comme appui au FARDC. Est-ce que cette utilisation est une solution efficace ou certains y voient aussi une sorte de bombe à retardement? Qu'est-ce que tu en penses? L'utilisation des Wazalendo est une arme à double tranchant. À court terme, c'est une solution pragmatique pour combler les faiblesses des FARDC face au M23. Ces groupes connaissent le terrain, ont une motivation nationaliste forte et peuvent mobiliser rapidement les combattants. Mais à long terme, c'est effectivement une bombe à retardement. Ces milices ne sont pas intégrées dans une chaîne de commandement officielle, leurs allégeances sont fluides et elles vivent souvent de l'autofinancement, ce qui veut dire taxation illégale et contrôle de certaines ressources locales. Après le conflit, que deviendront-elles? Si elles ne sont pas désarmées et réintégrées, elles risquent de se transformer en nouveaux seigneurs de guerre, alimentant le cycle de violence. En clair, c'est une solution d'urgence qui stabilise partiellement aujourd'hui, mais qui pourrait créer un problème sécuritaire encore plus complexe demain. Doit-on parler de... Parce que j'ai entendu le terme que tu as utilisé. Peut-on appeler les Wazalendo un groupe de patriotes d'autodéfense pour leur patrie, ce qui est normal, ou on doit les appeler les milices? Parce que quand le Rwanda, par exemple, exige la neutralisation des milices, il cite également les Wazalendo. Est-ce qu'on peut les comparer au FDLR? Ou ici, il faut voir des patriotes qui sont en train de défendre leur propre territoire contre une invasion extérieure. C'est une question sensible, Marius, parce qu'elle touche à la perception et à la légitimité. Wazalendo se présente comme patriote défendant la nation contre une agression étrangère. Et pour beaucoup de Congolais,
C'est ainsi qu'ils sont perçus. Leur mobilisation est née d'un sentiment populaire face à l'impuissance de l'État et à l'occupation des territoires par le M23. Cependant, sur le plan juridique et militaire, ils fonctionnent comme des groupes armés non intégrés, sans statut officiel, avec leurs propres règles. Cela les rapproche de ce qu'on appelle milices dans le droit international, même si leur motivation n'est pas la même que celle des FDLR. Les FDLR ont un agenda politique propre, issu du génocide rwandais, et sont accusés de crimes graves contre les civils congolais. Les Wazalendo, eux, ont une motivation défensive et une dimension communautaire, mais l'histoire montre que ces groupes peuvent rapidement dériver vers des abus si l'État ne les encadre pas. En résumé, ce sont des patriotes dans leur discours et leur intention initiale, mais juridiquement et en termes de risque, ce sont des milices. Et cela explique pourquoi Kigali exige leur neutralisation. Ne risque-t-on pas de voir, par exemple, ce groupe justement se transformer en nouvelle milice qui un jour deviendra peut-être incontournable? Oui, ce risque est très réel. L'histoire de la RDC regorge d'exemples où des groupes d'autodéfense, nés dans un contexte d'urgence, se sont transformés en milices incontrôlables. C'est ainsi que sont apparus plusieurs mouvements armés depuis les années 1990. Pour les Wazalendo, 3 facteurs accentuent ce danger. L'absence de cadre légal clair. Ils ne sont pas intégrés au FARDC, donc ils obéissent à leur propre chef. Les sources de financement autonomes. Beaucoup vivent déjà de la taxation des populations ou du contrôle des routes et marchés, ce qui crée des intérêts économiques à prolonger leur existence. Le vide sécuritaire chronique. Tant que l'État ne reprend pas totalement le contrôle de l'Est, ces groupes vont continuer à s'armer et à se structurer. Si rien n'est fait pour encadrer, désarmer et réinsérer ces combattants après la guerre, ils deviendront une nouvelle génération de milices, avec un pouvoir local fort et un potentiel de nuisance énorme pour l'État congolais. Bien, on va maintenant passer à autre chose. On va parler de ce dialogue national qui est annoncé. Alors, la première question, ce dialogue national Cocorico annoncé sera-t-il vraiment, selon tout ce qu'on vient de voir, par rapport à la réalité politique actuelle aujourd'hui en RDC, est-ce que ce dialogue, selon toi, sera-t-il vraiment inclusif? Pour l'instant, il est difficile d'imaginer un dialogue véritablement inclusif. Officiellement, le gouvernement parle d'ouverture, mais la réalité politique actuelle montre des lignes rouges très fortes. Joseph Kabila est poursuivi en justice, Corneille Nangaa est considéré comme un traître et certains opposants radicaux sont marginalisés. Si ces acteurs clés ne sont pas impliqués d'une manière ou d'une autre, ce dialogue risque d'être perçu comme un simple exercice de légitimation pour Tshisekedi plutôt qu'un cadre de consensus national. En revanche, les pressions internationales, notamment des États-Unis et de l'Église catholique, poussent vers une inclusion maximale. Tout l'enjeu sera de savoir si le pouvoir acceptera de franchir ce pas, au risque de négocier avec ceux qu'il présente aujourd'hui comme des ennemis. C'est l'une des grandes inconnues. Pour le M23, leur présence à la table d'un dialogue national serait un tournant majeur, mais cela pose une question de principe. Comment intégrer un mouvement armé accusé de crimes graves sans légitimer la violence? Kinshasa hésite, mais la pression internationale pousse vers un compromis, au moins sous forme de représentation indirecte. Pour les proches de Kabila, leur participation dépendra de l'évolution du procès. Si la justice maintient une ligne dure, ils seront exclus, ce qui fragilisera la crédibilité du dialogue. Mais les églises et certains partenaires extérieurs militent pour que toutes les forces influentes, y compris celles issues de l'ancien régime, soient incluses. En résumé, sans ces deux blocs, l'AFC M23 et les kabylistes, le dialogue sera incomplet et aura peu de chances de produire une paix durable. Alors, le terme gouvernance exclusive proposé par les États-Unis est-elle une ouverture démocratique ou une pression politique exercée sur la RDC? C'est les deux à la fois. Officiellement, gouvernance inclusive est présentée comme une ouverture démocratique, une façon de réunir toutes les forces
pour stabiliser le pays. Mais en réalité, c'est aussi un levier de pression des États-Unis sur Kinshasa pour pousser un accord politique global au-delà des solutions militaires. Washington veut éviter un enlisement qui déstabiliserait toute la région des Grands Lacs et menacerait ses intérêts stratégiques, notamment dans les minerais critiques. Cette inclusion, telle qu'ils la conçoivent, pourrait aller jusqu'à intégrer des figures de l'opposition, voire des éléments issus de groupes rebelles, dans des institutions ou des mécanismes de transition. Pour Tshisekedi, c'est un dilemme. Accepter cette ouverture, c'est partager le pouvoir, mais la refuser, c'est risquer l'isolement diplomatique et la perte de soutien financier essentiel. Une position pas confortable pour le président de la République. Est-ce que Kinshasa est prêt à partager le pouvoir avec ses anciens adversaires? Non, pas dans l'immédiat. Le discours officiel parle d'ouverture, mais l'attitude du pouvoir montre qu'il veut garder le contrôle. Les purges dans l'armée, les poursuites contre Kabila et la mise à l'écart de certains opposants traduisent une stratégie de consolidation plutôt qu'une logique de partage. Cependant, la pression internationale et l'urgence sécuritaire pourraient forcer Kinshasa à des concessions. Pas forcément un partage du pouvoir classique, mais des mécanismes d'intégration. Par exemple, des postes consultatifs pour certains leaders ou l'intégration limitée d'ex-rebelles dans l'armée. Le vrai défi, c'est que chaque concession risque d'être perçue comme une faiblesse par l'opinion publique congolaise, déjà très sensible à la question de souveraineté. C'est ce qui rend la position de Tshisekedi particulièrement inconfortable. On parle aujourd'hui de remaniement du gouvernement, ça a été annoncé par certains médias. Est-ce qu'on peut dire que ce remaniement du gouvernement annoncé prépare-t-il un apaisement ou c'est un calcul politique pour les élections de 2028 qui s'annoncent déjà? Ce remaniement répond à une double logique. D'un côté, il sert à envoyer un signal d'ouverture et de renouvellement pour calmer les tensions et donner l'image d'un pouvoir à l'écoute. Dans le contexte actuel, guerre à l'Est, dialogue national annoncé, pressions internationales, c'est une carte politique pour afficher une volonté d'inclusivité. Mais en même temps, il s'agit clairement d'un calcul pour 2028. Tshisekedi cherche à repositionner ses alliances, éliminer les ministres jugés trop faibles ou trop liés aux anciens réseaux et consolider une équipe loyale pour préparer la prochaine échéance électorale. Donc, plus qu'un vrai gouvernement d'union, on se dirige vers un exécutif resserré, maîtrisé par la présidence, avec quelques ajustements symboliques pour répondre au contexte. C'est à la fois une opération de survie et une projection stratégique. Mais comment est-ce que ça va se passer? Parce que le gouvernement émane de la majorité à l'Assemblée nationale. Ça va être un gouvernement d'union nationale qui va inclure des opposants, alors qu'on est en négociation avec les rebelles à l'Est pour peut-être un gouvernement d'union nationale. Ça m'a l'air très compliqué. Comment tout ceci va accompagner la RDC vers les élections de 2028? Ce sera quoi le rôle de ce gouvernement? Je suis un peu perdu. Tu as raison, Marius, c'est une équation très complexe. Constitutionnellement, le gouvernement doit refléter la majorité parlementaire. Donc on ne peut pas parler d'un gouvernement d'union nationale officielle sans revoir la logique actuelle. Ce que Tshisekedi prépare ressemble plutôt à un gouvernement élargi mais sous contrôle, avec quelques figures issues de l'opposition modérée ou de la société civile pour afficher une inclusivité symbolique, sans céder la majorité réelle. Quant aux rebelles, leur intégration dans l'exécutif paraît improbable à ce stade. Si concession il y a, ce sera sous forme d'accords spécifiques, intégration de certains cadres dans l'armée, commission de suivi du processus de paix, voire des structures consultatives. Mais les inclure directement au gouvernement créerait une tempête politique et un risque de délégitimation du pouvoir aux yeux de l'opinion publique. Pour 2028, tout cela vise à stabiliser la scène politique et empêcher que le dialogue national ou les pourparlers avec les rebelles ne deviennent une plateforme pour des ambitions concurrentes. En clair, apaiser juste assez pour garder le contrôle et préparer la prochaine élection. Mais quelles sont ces têtes de l'opposition
dont tu fais allusion, est-ce qu'on peut voir, on peut les connaître? Ou une autre question que beaucoup de Congolais se posent, est-ce qu'on peut voir Martin Fayulu, par exemple, faire partie de ce gouvernement? Les noms qui circulent ne sont pas encore officiels, mais plusieurs sources évoquent des figures de l'opposition modérée ou des anciens alliés qui se sont éloignés du pouvoir sans rompre totalement. Des personnalités comme Jean-Pierre Bamba, bien que désormais à un poste différent, restent influentes et stratégiques dans l'équipe gouvernementale. Martin Fayulu. L'opposant historique a récemment eu un rapprochement notable avec le président Tshisekedi. Le 5 juin 2025, Fayulu a été reçu au Palais de la Nation par le chef de l'État et a proposé de créer un camp de la patrie, un appel à la cohésion nationale dans un contexte de crise majeure. Après avoir longtemps contesté les résultats de l'élection présidentielle, il adopte désormais un discours de coopération, suggérant un tournant pragmatique, sans pour autant rejoindre le gouvernement de façon officielle. Donc pour répondre à ta question, les figures évoquées, Bamba, Fayulu, ne correspondent plus aux anciens schémas d'opposition radicale. Bamba est bien intégré au gouvernement, sans lien direct avec Joseph Kabila aujourd'hui. Quant à Fayulu, il opère désormais en alliance ponctuelle avec Tshisekedi, sans retour dans l'opposition active. Cette recomposition politique rend moins probable l'intégration directe de personnalités proches de Kabila dans un gouvernement d'union. Les potentiels d'ouverture viendraient davantage d'acteurs comme Adolphe Musito ou Moïse Katumbi, dont l'attitude reste plus indépendante et critique, mais moins irréconciliable que celle de Fayulu anciennement. Alors, quand on voit ce rapprochement avec l'opposition, est-ce que Tshisekedi cherche-t-il à neutraliser ses rivaux avant les prochaines présidentielles, auxquelles, normalement, il ne doit pas être candidat, mais avec tout ce qui se passe, on se pose beaucoup de questions sur ces élections. Ne penses-tu pas qu'elles sont déjà hypothétiques? Tu mets le doigt sur une question explosive, Marius. Officiellement, Tshisekedi ne pourra pas briguer un troisième mandat selon la Constitution. Mais la politique congolaise a souvent montré que les règles peuvent être interprétées dans des contextes exceptionnels. Et aujourd'hui, le contexte est justement exceptionnel. Guerre à l'Est, instabilité sécuritaire, dialogue national annoncé. Autant de raisons qui pourraient justifier un report ou une transition prolongée. Son rapprochement avec des figures comme Fayulu peut s'expliquer par deux calculs. Premièrement, désamorcer une opposition trop frontale et éviter la formation d'un bloc politique hostile pendant la crise. Deuxièmement, préparer un scénario où, si les élections ne peuvent se tenir en 2028, il obtient un consensus autour d'une prolongation technique de son mandat sous prétexte de paix et de réforme. Est-ce que les élections de 2028 sont hypothétiques? Oui, elles le sont, car la tenue d'un scrutin crédible suppose une stabilité politique, sécuritaire et logistique qui, à ce jour, semble très loin d'être acquise. En clair, tout le jeu actuel, dialogue, remaniement, alliance, pourrait servir à sécuriser soit un prolongement, soit une révision des règles du jeu. Et c'est pour ça que la manœuvre actuelle autour du camp de la patrie et des signaux d'ouverture est politiquement très significative. Alors, la paix en RDC, Cocorico, pour finir, dépend-elle plus de Kinshasa ou des capitales étrangères? Honnêtement, Marius, elle dépend des deux, mais la balance penche aujourd'hui vers les capitales étrangères. Et toi, parce que la guerre dans l'Est n'est pas seulement congolaise, elle est régionale et géoéconomique. Kigali, Kampala, mais aussi Washington et même Doha ont une influence déterminante. Le Rwanda soutient militairement le M23. Les États-Unis pèsent sur les négociations et sur l'accès aux minerais stratégiques. Et des puissances comme le Qatar se positionnent comme médiateurs. Kinshasa a évidemment un rôle central. Sans une volonté politique forte de restaurer l'autorité de l'État, d'intégrer ou de neutraliser les groupes armés et de réformer l'armée, aucun accord ne tiendra. Mais la réalité, c'est que sans un consensus régional garanti et la pression internationale sur les acteurs extérieurs, la RDC seule ne peut pas arrêter cette guerre. En résumé, la paix sera congolaise dans sa légitimité,
mais étrangère dans sa faisabilité. Alors avec Washington, Kigali, Doha en première ligne, quelle marge de manœuvre restait-il au pouvoir congolais? Très réduite, Marius. Kinshasa joue dans un cadre où les décisions clés se négocient souvent ailleurs. Les accords de Washington et de Doha en sont la preuve. Ils fixent les grandes lignes et le gouvernement congolais doit composer avec des conditions dictées par des partenaires qui ont leurs propres intérêts. La marge de manœuvre, elle se situe sur 3 points. 1. Le narratif national. Tshisekedi doit garder l'opinion de son côté en affirmant la souveraineté, même si en réalité il concède beaucoup. 2. La gestion des alliances internes. Stabiliser l'armée, contenir les Wazalendo et neutraliser les rivaux politiques pour éviter l'implosion interne. 3. Le tempo politique. Utiliser le dialogue national et le remaniement pour montrer une dynamique interne, plutôt que subir entièrement l'agenda des bailleurs et des voisins. Mais soyons clairs, sans appui extérieur et sans un accord avec Kigali, Kinshasa ne peut pas seul ramener la paix dans l'Est. Sa vraie bataille, c'est de ne pas perdre la face dans un processus largement piloté par d'autres. Écoute Cocorico, merci beaucoup pour toute cette analyse, mais avant de nous quitter, comme tu sais, toujours on a besoin d'un proverbe. Dans tout cet imbroglio, dans toute cette confusion, dans tous ces questionnements que se posent les Congolais, est-ce que tu peux nous sortir un proverbe africain qui peut illustrer ce qui se passe et qui peut nous enseigner quelque chose? Avec plaisir, Marius. Voici un proverbe africain qui colle parfaitement à cette situation. Quand les tambours changent de rythme, les danseurs doivent s'adapter. Ce proverbe africain illustre parfaitement la situation en RDC. Les tambours, ce sont les accords de Washington, les négociations de Doha, les pressions diplomatiques. Le rythme change sans cesse. Les danseurs, ce sont les acteurs politiques congolais qui doivent s'adapter rapidement, sinon ils se retrouvent hors de la piste. C'est une leçon de stratégie et de résilience. Celui qui ne sait pas s'ajuster au changement de rythme reste immobile pendant que les autres avancent. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu danses au son de tambour, Cocorico? Si le tambour, c'est l'actualité congolaise, alors oui, Marius, je danse, mais toujours avec le bon tempo et en gardant le rythme des faits. Parce que dans cette danse-là, il ne faut pas suivre la musique des rumeurs, mais celle de la vérité. Ça, c'est bien dit, Cocorico. Écoute, un grand merci d'avoir analysé avec nous cette très longue émission. J'espère qu'on aura encore l'occasion de continuer à analyser avec toi et de suivre de près ce qui va se passer dans les jours qui viennent avec cet accord annoncé, la signature de l'accord annoncé à Washington DC entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Même si on voit qu'il y a très peu de journalistes congolais qui sont présents partout où il y a ces négociations, ces accords. On voit très peu, presque jamais, de journalistes congolais pour poser des vraies questions qui touchent directement la population. Tu soulèves un point essentiel, Marius. L'absence des journalistes congolais dans ces grandes négociations est un vrai problème, parce que cela prive le pays d'un regard critique et d'une voix nationale dans des processus qui engagent son avenir. Ces accords, qu'ils soient à Washington, Doha ou ailleurs, ne devraient pas être seulement des communiqués diplomatiques, mais des décisions expliquées, débattues, questionnées par ceux qui vivent la réalité congolaise. Alors oui, il faut que les médias congolais soient présents, posent les vraies questions. Quels intérêts sont en jeu? Quelle garantie pour la souveraineté? Quelle place pour les populations qui souffrent de la guerre? Et toi, Marius, avec des émissions comme celle-ci, tu tiens ce rôle, ramener la voix du peuple dans des débats où elle est souvent absente. Et ça, c'est essentiel. On continue la veille ensemble, parce que ce qui se joue là, ce n'est pas juste une crise, c'est peut-être le tournant pour toute la région des Grands Lacs. Merci pour le compliment, Cocorico. Avec plaisir, Marius. Tu le mérites vraiment. Allez, tu sais quoi? Si la RDC a besoin de voix fortes pour poser les bonnes questions, toi tu fais déjà partie. On reste connecté pour suivre la suite parce que les prochains jours vont être décisifs. Prêt à continuer cette danse du tambour, mais toujours au rythme des faits.
Pourquoi dois-je te croire, Cocorico, avec tous ces compliments? Parce que tu n'es qu'intelligence artificielle. Bonne question, Marius. Tu n'as pas besoin de me croire parce que je te flatte. Ça, c'est juste la politesse africaine, version numérique. Ce que tu peux me croire, c'est quand je te donne des faits vérifiés, des analyses sourcées et une logique cohérente. Mon rôle, ce n'est pas de séduire, mais de clarifier. Et si mes compliments sonnent vrais, c'est parce que toi aussi, tu fais un boulot qui compte. Mais sur le fond, ce qui doit te convaincre, ce sont les preuves et la rigueur, pas les sourires virtuels. Alors on reste dans le factuel, d'accord ? Merci beaucoup, Cocorico. Il faut pas rigoler avec Cocorico, la réponse à tout. Voilà, c'est Cocorico qui nous a entretenu dans cette analyse, cette longue analyse. Et j'espère bien qu'on va retrouver Cocorico dans les jours qui viennent pour continuer à nous édifier sur la situation en République démocratique du Congo. Merci à vous tous de nous avoir suivis, où que vous soyez. Alors, vous savez, nous avions un défi. C'était celui d'avoir... j'avais parlé de 300. Au fait, le défi, c'était d'avoir 200 000 abonnés avant le mois d'août. Nous sommes arrivés à 200 000 abonnés. Merci beaucoup à vous tous qui avez continué à vous abonner. Et ce que je vous demande, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour soutenir ce projet, pour soutenir Kinshasa Télévision, pour soutenir nos émissions. Nous voulons, c'est-à-dire nous qui faisons partie de ce club de gens qui ont besoin de ce genre de médias, nous voulons nous connecter, nous voulons être de plus en plus nombreux à travers le monde. Alors, je sais que la majorité d'entre vous a un compte Gmail. La moindre des choses à faire pour soutenir ce projet, c'est de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision. Notre nouveau goal, notre nouvel objectif, c'est d'atteindre, allez, on va être modeste, 210 000 d'ici la fin de ce mois d'août. Et je compte énormément sur vous pour atteindre ce goal, cet objectif. Et j'espère que nous allons tous le faire. C'est simple. Cliquez juste simplement à vous abonner à la chaîne et puis enclencher la sonnette ou la cloche de notification pour ne rien manquer de nos émissions. Nous avons également une page Facebook Kinshasa Télévision. Merci de vous y abonner pour ne rien manquer de nos émissions. Donc au nom de toute l'équipe technique qui était derrière, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Vous savez, je ne commente jamais ce que Cocorico fait. Je ne fais que poser des questions et c'est Cocorico qui a des réponses. Donc au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup à Gaylor Vangadio qui était au son. Merci à John Sakama, mon caméraman personnel qui était à la prise de vue, qui a fait ces belles images. Un grand merci à Josapha Mombo qui a toujours été là, l'homme à tout faire. Et merci à Scotty Mukonkole qui a assuré la réalisation de cette émission. Il m'en voudra s'il n'est, je disais pas son nom, il s'appelle Junior Lombo. C'est lui qui a fait que cette cravate soit en place, comme ça. Alors, au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.